veux parler à l'une d'entre nous? Qu'est-ce qui se passe? Véronica? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as fait un malaise. Ce que tu as voulu faire est extrêmement dangereux. Peu importe la personne à qui tu veux parler, ce qui compte, c'est qui t'a parlé. Vous êtes dans l'univers de Radio X-Files. Bonsoir et bienvenue sur les ondes de choix Radio X à 19h02. C'est la thématique de la psychologie ce soir avec Monsieur Christian Page. Ça va bien, Christian? Bonsoir Camille. Oui, ça va bien. Tu nous amènes dans le... Je t'ai mis dans le ton tout de suite en commençant. Ben oui, on plonge tout de suite dans, en fait, une histoire. On vient d'entendre la bande-annonce du film Véronica et ce soir, notre histoire est portée vers la région de Vallecas, en Espagne, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Véronica, c'est un film qui est sorti en 2017. D'après une histoire vraie. Oh! Et ça met Sandra Escacena en vedette dans le rôle de Véronica. Et c'est drôle parce que cette histoire, je l'ai déterminée ce matin. Je dois t'avouer, ce matin, quand je me suis levé, j'avais pas vraiment d'idée de... Parce que bon, je dis, bon, quelle est l'histoire avec laquelle je vais entretenir les gens ce soir? Et je me suis rappelé hier, tu te rappelles, on a parlé de les ovnis, l'héritage technologique des extraterrestres. Oui. Et tu te rappelles, à un moment donné, je t'ai parlé de Jean-Pierre Petit, c'est un scientifique français qui s'est commis, en fait, il s'intéressait à la question des ovnis. Déjà, c'est un peu se mettre en marge de la pensée scientifique. Quoique, en France, ils ont un organisme étatique qui s'intéresse à la question des ovnis. Donc, jusque-là, pas trop de dommages. Mais Jean-Pierre Petit s'est commis en parlant, en acceptant comme une réalité ces histoires de lettres qui étaient tapées par des extraterrestres, un corps expéditionnaire, extraterrestre qui avait trouvé ses pénates en Espagne, qui envoyait des lettres, et des extraterrestres qui s'appelaient les Humites et qui disaient venir d'une planète qui tournait autour d'une étoile, le Wolf 424, et là envoyait des lettres avec une espèce de contenu scientifique et qui avait apparemment très impressionné Jean-Pierre Petit et qui avait éclipsé l'idée qu'il puisse s'agir d'un canular, d'une fraude, et on sait aujourd'hui que l'affaire Humite, l'affaire des Humeaux et des Humites est clairement un canular. D'ailleurs, la personne derrière cette histoire-là a avoué sa falsification. C'est un type qui s'appelait José Roldán Peña. Et Luis José Roldán Peña, donc, a expliqué que pendant effectivement 20-25 ans, il s'était amusé à envoyer des lettres comme ça à travers le monde à des scientifiques qui s'intéressaient à la question des ovnis. Et puis lui-même était très sceptique, fait que ça lui plaisait de se moquer un peu de la communauté des gens qui s'intéressaient aux ovnis. Ben bref, tout ça pour te dire que après t'avoir parlé de cette histoire-là, donc hier et ce matin, je repassais un peu mes idées. Je me suis dit, c'est vrai, quand j'étais parce que dans l'affaire des Humites, toute cette histoire-là avait commencé à Madrid, dans un petit café qu'on appelait le Café de la Baleine Joyeuse. Parce que au sous-sol, il y avait une murale, puis il y avait une espèce de baleine qui avait un grand sourire. Et au début des années 60, donc les gens qui s'intéressaient à la question des ovnis, il y avait une mode qu'on appelait les contactés, donc plein de gens se disaient en contact avec des Vénusiens, des Martiens, des Saturniens. Et l'un de ces personnages, il y en avait un peu partout, il y en avait aux États-Unis et en France. On en connaît un assez bien, qui est Raël, qui pendant de longues années a eu ses pénates ici au Québec, donc un messager des extraterrestres. Mais c'était très populaire dans les années 50, début des années 60. Et en Espagne, eux, leur illuminé de service qui disait être en contact avec les extraterrestres, c'était un type qui vivait à Madrid et qui recevait des lettres un peu que des extraterrestres. En fait, c'était un peu amusant parce que cet individu, Monsieur Manzano, il disait le lundi, il y avait les Martiens, le mercredi, il y avait le mardi, il y avait les Martiens, le mercredi, il y avait les Saturniens, le jeudi, il y avait les Vénusiens.
quotidien, donc tu vois un peu le genre. Et là, il entretenait... Oh oui, mais donc, là, Christian, ça prenait pas le même temps par la poste. Ah non, mais Fallait que ça se lui, il avait des contacts télépathiques, hein, ce monsieur, Ah, monsieur Manzano Sesma, là, donc c'est Fernando Manzano Sesma, donc il entretenait donc un peu toute la galerie avec ses contacts extraterrestres, donc tous les vendredis soirs, les gens se réunissaient dans ce petit café de la Baleine Joyeuse, et là on avait ce monsieur Sesma, hein, on l'appelait de toutes sortes de noms, hein, le docteur Manzano, monsieur Sesma, donc il y avait toutes sortes de noms. En fait, le type travaillait pour la compagnie du télégraphe, il n'y avait aucun diplôme, il n'y avait aucune histoire de docteur là-dedans, mais il aimait bien se donner un peu de prestige, et donc il racontait tous les vendredis soirs aux gens qui venaient l'écouter que, bon, cette semaine, il avait reçu un message des Martiens, puis la semaine prochaine, il était en relation avec des Vénusiens, puis qu'il allait lui raconter, il allait les rencontrer par des messages télépathiques, puis tout ça. Donc, c'est un peu fantaisiste, et c'est dans ce cadre-là que la bande de la Baleine Joyeuse, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, début des années 60, hein, et donc, c'est dans cet univers-là que sont arrivées les premières lettres humides. Et l'affaire après ça a dégénéré. Et l'un des membres de cette communauté de la Baleine Joyeuse, c'était bien sûr ce Louis-José Roldan Peña qui visiblement écrivait les lettres et puis s'amusait tous les vendredis soirs à voir comment les gens du groupe réagissaient. Parce qu'il envoyait les lettres à Sesma. Donc, bref, tout ça pour te dire. On pourra faire une émission là-dessus. C'est vraiment le croustillant comme histoire. On était en plein de demandes spéciales. Là, même je fais micro-parenthèse. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de la combustion spontanée en fin de semaine. C'est ça que t'en parles. Fait que on a du stock, mon Christian. Ah là. Oui, on en a. C'est pas les sujets qui manquent. Mais après ça, je me suis rappelé ce matin, quand je me disais, bon, quelle est l'histoire que je vais parler ce soir. Et là, je me suis rappelé quand j'étais à Madrid, parce que quand j'avais mené mon enquête sur l'affaire des humides, on est à milieu des années 1990, donc je me retrouve à Madrid. Et je commence à enquêter des gens qui avaient connu le docteur Manzano ou le docteur Sesma, là, peu importe le nom qu'on lui donne. Et les gens me racontaient ces histoires-là. Et pendant que j'étais à Madrid, j'en ai profité pour enquêter, entre guillemets, là, entendons-nous, là, c'était pas une grosse enquête, mais dans le milieu de la recherche sur le paranormal, les phénomènes paranormaux, il y avait une histoire qui était peu connue des gens, qui l'est maintenant beaucoup à cause du film Véronica, film qui est sorti en 2017. Donc là, les gens connaissent cette histoire-là un peu. Ceux qui s'intéressent à l'horreur et au fantastique ont probablement vu le film. Mais déjà, dans le milieu des années 90, cette histoire-là circulait dans les milieux de la parapsychologie. C'était une histoire de poltergeist et de possession. C'était assez diète comme histoire. Là, on n'en était pas à la possession du film L'Exorciste ou la possession d'Annelise Michel qui a inspiré le film L'exorcisme d'Émilie Rose. Là, ça c'est le titre en français du film qui s'était inspiré de l'histoire d'Annelise Michel. Mais bon, l'histoire de cette possédée espagnole dont le véritable nom est Estefania Gutiérrez Lazaro. Donc son histoire était connue dans les milieux un peu de la parapsychologie. On en avait parlé à gauche et à droite. Et ça se passait, l'histoire s'est déroulée à Vallecas, qui, jusqu'en 1950, était une petite ville au sud de Madrid, mais qui, depuis 1950, a été fusionnée au Grand Madrid. Donc, comme j'étais dans le coin, j'ai dit, je vais aller enquêter là-dessus. Donc, je me suis rendu à l'endroit où la famille en question, Gutiérrez Lazaro, habitait à l'époque. J'ai rencontré quelques personnes dans le coin qui les avaient côtoyés, qui les avaient connus. Donc, j'ai monté mon petit dossier sur cette histoire-là et j'avais placé ça en archive. Et puis, bon, éventuellement, les années passant, il y a eu le film Véronica. Je me rappelle d'ailleurs, j'ai donné une conférence à Québec il y a quelques années qui était mes véritables dossiers X ou un truc comme ça. Et j'avais présenté cette histoire-là parce qu'il y a eu une enquête policière. Et c'est assez rare que dans des phénomènes paranormaux, il y a une intervention policière. Donc, j'avais présenté cette conférence à Québec. Donc, les gens qui nous écoutent ce soir, qui ont peut-être assisté à cette conférence, j'avais montré les photographies que j'avais prises à l'époque avec les policiers. J'avais rencontré les gens qui avaient été impliqués dans cette histoire-là. Et puis, j'avais mis ça un peu de côté, là. Donc, hier, en te parlant des humides, ça m'a rappelé, je me suis dit, faudrait bien que je ressorte mon dossier, là, sur cette histoire-là, Gutiérrez Lazaro, qui a inspiré le film Véronica. Donc, nous voici dedans, donc, ce soir, et tu vas voir que, comme je l'ai dit souvent, méfiez-vous des films basés sur une histoire vraie, parce que parfois, la vérité est très éloignée.
Maintenant, là, j'ai une bulle de péter, puis c'est pas... ça commence bien de péter ma bulle, lui, là. Non, c'est ça, c'est pas contre toi du tout, mais je suis plus avertie et plus, justement, là, allumée là-dessus. Là. J'en prends avec un grain de sel. C'est une histoire intéressante, tu vas le voir, c'est une histoire qui est très intéressante, mais qui a été beaucoup déformée dans un premier temps par le film, bien sûr. Et j'ai été étonné de voir, depuis la sortie du film, il y a plein de sites Internet qui reprennent un peu cette histoire-là, qui la racontent plus ou moins dans le détail. Mais les erreurs qu'on commet, c'est tout à fait énorme. Et je me dis, mais ils se sont pas donné la peine d'aller vérifier les faits. Donc, au fur et à mesure que je vais te raconter l'histoire, je vais te faire quelques corrections, là, parce que entre la version qu'on retrouve sur les sites Internet et la véritable histoire, là, parfois, tu te dis, mais mon Dieu, où est-ce qu'ils sont allés chercher ça, tu sais? OK. Donc, notre histoire, en fait, comme je l'ai mentionné, on est à Vallecas, c'est une banlieue sud de Madrid, on est en Espagne, donc depuis 1950, Vallecas est devenue une banlieue de Madrid, c'est une paroisse, et c'est un milieu très ouvrier, hein, c'est pas le milieu le plus huppé de la ville, c'est pas non plus un quartier pauvre où il y a une forte criminalité, mais c'est un quartier ouvrier, et les maisons de classe moyenne côtoient des maisons un peu plus délabrées. Donc ça nous donne un peu un tableau de ce qu'est Vallecas. Donc, notre histoire, pour bien la partir, ça débute en 1990 avec le décès du père de Concepción. Concepción, c'est la mère d'Estefania. Estefania, c'est le personnage derrière le personnage du film Véronica. Donc, c'est elle qui va devenir notre possédée, donc Estefania. Donc, en mars 1990, décède son grand-père, du côté maternel, donc le père de sa mère, qui s'appelle Concepción, et lorsqu'il décède, j'ai vu sur les sites Internet, on me dit « il maudit sa famille ». Il faut dire que le monsieur en question vivait chez les Gutiérrez Lazaro, mais il souffrait de démence. Il faut quand même le mentionner. Là. Okay. C'est un petit détail qu'on a oublié de nous dire. Le vieux monsieur souffrait de démence, et parce qu'il faut toujours se rappeler que dans cette histoire-là, en particulier, on a très peu d'informations en dehors du cercle de la famille Gutiérrez Lazaro. Donc tout le monde peut s'être entendu pour dire la même affaire. C'est ça. Donc, quand les gens parlent, c'est toujours ce qu'on nous raconte. Il n'y a pas beaucoup de témoins extérieurs, si ce n'est 2 quarts de police. On va venir à cet élément-là parce que c'est en Espagne, lorsque l'on parle de cette histoire-là, elle est très importante dans les milieux de la parapsychologie espagnole. Sur certains sites que j'ai vus, on nous dit c'est la seule histoire espagnole où il y a une intervention de police, ce qui n'est pas vrai. Donc tout de suite, on va désamorcer ça. Il y a plusieurs histoires en Espagne où il y a eu des affaires de fantômes, des affaires d'apparitions, des affaires d'ovnis, dans lesquelles les policiers espagnols ont été impliqués. Donc cette histoire de Véronica, qui de son vrai nom, comme je l'ai dit, s'appelait Estefania, cette histoire-là, oui, il y a eu une intervention policière à un moment donné. Les policiers ont été témoins de certaines choses que je vais te parler, mais c'est pas la seule histoire du genre où il y a eu une intervention policière. Mais donc, on est en mars 90, le grand-père d'Estefania décède, il maudit sa famille. C'est du moins ce qu'on va nous raconter par la suite, parce qu'il est atteint de démence. Et là, quelques jours plus tard, Estefania Gutiérrez Lazaro, faut dire Gutiérrez c'est le nom de son père, Lazaro c'est le nom de la mère, donc un peu comme ici, là, souvent de ta génération, moins de la mienne. Dans la mienne, ma génération, on prenait le nom du père. Mm-hmm. Aujourd'hui, on porte les 2 noms, à la fois celui de la mère et de le père. Mais dans le cas présent, pour faire un raccourci, appelons-les la famille Gutiérrez, là, parce que c'est Monsieur Gutiérrez et Madame Lazaro. Et donc Estefanie porte les 2 noms, Estefanie Gutiérrez Lazaro. Et ses parents, c'est Concepción Lazaro, comme je te l'ai mentionné. Son père, c'est Maximo Gutiérrez. Et au moment où notre histoire se passe, lui, il est sans emploi. Donc, après le décès du grand-père maternel, donc on est quelques jours après, Estefania Gutiérrez Lazaro, donc, se rend à l'école. Elle a 16 ans et non pas 18, comme j'ai pu lire sur certains sites. Elle est née en 1973. Elle arrive donc à l'école et avec
elle s'intéresse beaucoup au surnaturel. Il faut le dire, elle a plusieurs ouvrages à la maison qui parlent de fantômes, de surnaturel, des esprits. Elle est plongée un peu dans cet univers ésotérique et mystique. Elle aime bien l'astrologie, le tarot, donc tout ce genre de trucs, ça la fascine. Et ce qui la fascine aussi, c'est l'idée d'une communication avec l'au-delà, avec les morts. Donc, elle se rappelle quelques jours après le décès de son grand-père, alors que cette idée de deuil est dans la tête, dans l'idée des morts, elle arrive à l'école. Elle traîne toujours à peu près avec les mêmes camarades. Et là, une de ses camarades, quelques mois plus tôt, son petit ami est décédé dans un accident de moto. Oh. Alors, Estefania, qui vient de perdre son grand-père quelques jours plus tôt, est avec ses amis, et là, on se met à parler avec les morts, et là, bien sûr, c'est le chagrin un peu de cette copine qui se rappelle les bons moments avec son petit ami qui est décédé en moto. Et là, on décide de faire une séance de spiritisme. Donc, le lendemain, les fillettes arrivent à l'école, ils ont apporté avec eux une planchette Ouija. Il faut dire que c'est de fabrication très artisanale. Ils ont pris une planchette sur laquelle ils ont placé les lettres de A à Z en cercle. Donc, ils ont reproduit, en fait, le tableau qu'on connaît bien du Ouija. Donc, ils ont collé les lettres, des nombres, et à défaut d'avoir le mobile en plastique qui ressemble à une goutte d'eau, là, si tu as déjà vu un jeu Ouija, ils l'ont remplacé par un verre. Donc, ce jour-là, ils vont se retrouver dans une salle de bain qui est en rénovation pour avoir l'appel. Donc, on est à l'école. Il y a, à un moment donné, il y a un congé, il y a un professeur qui est malade. Donc, ils ont cette période-là où les jeunes sortent à l'extérieur et elle, Estefania et ses copines, ses 3 copines, vont se réunir dans cette salle de bain et non pas dans la cour, comme j'ai lu dans certains récits. Là, c'est pas ça. Ils s'en vont dans la salle de bain qui est en réfection à ce moment-là et ils s'installent là. Ils se disent, on ne sera pas dérangés. Donc, on commence, on place le plateau sur le sol. Les fillettes, les adolescentes, elles ont toutes 16 et 17 ans, elles mettent leurs doigts sur le verre, et là, on tente de communiquer. Esprit, es-tu là, etc. Et il y a déjà des premiers mouvements. Donc, le verre se met à bouger un peu, et là, on se dit, bon, ben voilà. Ça marche, ça marche, ça fonctionne. Okay. Et donc, là, ça réagit. Et avant même qu'elle puisse entrer en contact avec quelqu'un de précis, et tu comprends bien que le choix se porte vers le petit ami qui est décédé dans l'accident de moto, avant même que cela arrive, elles sont surprises, non pas par une sœur comme on voit dans le film, ou comme j'ai pu voir également sur des sites internet. Ils sont simplement surprises par une enseignante qui s'appelle Dolores Molina, que j'ai rencontrée et avec laquelle j'ai parlé. Et donc, Dolores Molina rentre dans la salle de bain et elle voit les adolescentes qui sont là au sol avec leur jeu Ouija. Donc, elle se met en colère. Il faut dire que c'est une institution d'enseignement qui est chrétienne, catholique, et on est très à cheval sur les principes. Et bien sûr, l'idée d'une communication avec l'au-delà, le Ouija, tout ça, ça fait pas partie des valeurs de l'institution. Donc, Dolores Molina arrive, elle entre dans la salle de bain, dispute les filles, leur dit de retourner en classe. Elle saisit la tablette du Ouija et le verre en question que les filles utilisaient, et elle brise la planchette du Ouija, elle la brise sur son genou. Contrairement à ce que tu vas pu trouver sur des sites internet, là, elle n'a pas lancé le verre dans la cour, parce que ça se passait dans une salle de bain, puis elle n'a pas non plus lancé le verre à terre. Ce que me raconte Molina, c'est au moment où elle a brisé la planchette, elle avait le verre dans la main, puis elle l'a échappé. Donc le verre est tombé sur le carrelage de la salle de bain, puis éclaté en morceaux. À ce moment-là, de me dire Dolores Molina, elle dit, quand le verre s'est brisé, il y avait les 4 filles qui étaient toujours dans la salle de bain, elle dit, elle l'a vu de ses yeux, là, c'est ce qu'elle me dit, là. Elle dit, il y a comme une fumée noire qui est sortie du verre. Le verre a éclaté en morceaux, et il y a comme une fumée noire qui est sortie du verre. Et comme la jeune Estefania se trouvait juste à côté du verre, ben, elle a respiré l'air, puis elle a respiré finalement la fumée ou la vapeur noire. Tu comprends? Bon, ça paraît invraisemblable, mais pourtant, l'institutrice me jure qu'elle a bel et bien vu ça. Bon, ben, parfait. Donc, à partir de là, les filles retournent en classe. L'idée de la séance de Ouija et des communications avec l'au-delà est mis un peu de côté. Puis, bon, on n'en parle plus. Donc, mais il y a quand même les filles sont très curieuses. Oh, t'as vu le verre éclater, puis la fumée, puis Estefania a respiré la fumée, etc. Donc, à partir de l'incident du verre,
Estefania va commencer à avoir des troubles de comportement. Hein. Elle commence d'abord par chez elle, à la maison. Elle voit, parce qu'il faut dire que la famille Gutiérrez habite, ils ont un appartement. On pourrait dire aujourd'hui qu'ils ont un condo, là, mais c'est pas très luxueux, là. C'est assez modeste, un appartement très modeste, mais c'est un appartement qu'ils ont acheté dans un immense édifice, là. C'est énorme, là, un véritable, on pourrait appeler ça presque une cage à poules, là. Okay. C'est un édifice là qui fait je crois 12 étages. Il doit y avoir à peu près 300 logements dans cet édifice-là. Et tous les gens qui habitent dans l'édifice sont ou bien en location ou bien les propriétaires de leur appartement. Dans le cas des Gutiérrez Lazaro, ils sont propriétaires de l'appartement, mais un appartement modeste, faut quand même le préciser. Donc, lorsqu'elle entre chez elle, elle commence à voir ces espèces de formes noires qui apparaissent, des ombres. C'est particulièrement la nuit, lorsqu'elle se réveille, elle voit ces formes qui sont là, des espèces d'ombres, et elle entend des voix, hein, une voix masculine qui lui dit « Viens avec nous, viens ». Donc, elle est très intriguée par ça, et il faut dire que Estefania est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Elle est la plus vieille, elle a 2 sœurs et deux frères. Et ces gens-là, bien sûr, commencent à noter, hein, son frère le plus proche d'elle, elle a 16 ans à l'époque, par un frère à ce moment-là qui a 15 ans à peu près. Donc, ces gens-là voient les transformations dans les comportements de Stefania et qui deviennent, au cours des jours, ça s'accentue. Elle a aussi des problèmes d'insomnie. Et là, tout à coup, elle se met à tomber au sol. Parfois, elle est très catatonique. Parfois, elle a les membres très raides. Parfois, elle a des crises de rire. Hein. Elle peut rire pendant de longues minutes. À d'autres moments, elle entre dans des rages soudaines. Elle fait preuve d'agressivité, et en particulier envers ses frères et ses sœurs. Et à d'autres moments, on a l'impression qu'elle tombe dans des états seconds, et durant ces périodes d'états seconds, elle se met à parler avec une voix gutturale. Donc évidemment, tout ça laisse supposer que quelque chose ne va pas, et lorsqu'elle parle de cette voix gutturale, elle lance des obscénités, des mots très crus, qui ne sont pas son propre. Je te dirais pas non plus que Stefania, là, avec les gens que j'ai rencontrés qui l'ont côtoyée, c'est pas la jeune fille la plus douce, c'est pas la jeune fille la plus polie. Elle est de sa génération des adolescents des années 90. C'était une vulgaire à temps partiel. Voilà, c'est ça. Donc elle écoute de la musique rock puis tout ça. Puis elle a ce petit syndrome d'adolescente là, tu sais là, elle s'oppose à peu près à tout, et seule elle a raison. Mais c'est quand même ces comportements sortent du cadre auquel ses parents sont généralement habitués. Et lorsqu'elle a ces crises également, elle a, et ça généralement on le dit pas, mais tu vas comprendre que c'est un détail important, parfois lorsqu'elle a ces crises, elle a ce qu'on appelle de l'écume, donc de la salive blanchâtre qui s'écoule par la commissure des lèvres. Okay. Ce qui, il faut quand même le dire, un signe de l'épilepsie. Bon... Je le mentionne de même parce que tu trouveras pas ça sur l'Internet. Ils disent pas. Bon, donc, je cochais toutes les cases pour la possession, là. Ouais, c'est ça. Donc, elle a tous ces éléments-là, et il faut dire que la famille Gutiérrez, c'est une famille qui sont très croyants, hein? Même si ils naviguent dans d'autres eaux. Hein? Par exemple, Madame Gutiérrez Lazaro, hein, Concepcion, elle s'intéresse, elle est très croyante, c'est ben beau le bon Dieu, puis tu sais, il y a à la maison, on a plein de bondieuseries, là. Mais elle croit aussi à la vie après la mort, elle croit aux fantômes, elle croit au tarot, elle croit à l'astrologie. Donc, elle est un peu dans le même courant que sa fille, quoiqu'en plus, elle a cette croyance très ancrée, très catholique, alors que Stefania l'est beaucoup moins. Donc, au début, lorsque ces manifestations commencent à se produire, quand je dis manifestations, on s'entend bien, des troubles de comportement, ouais. Monsieur Gutiérrez, lui, croit que c'est les livres, c'est la culture dans laquelle baigne Estefania qui la rend comme ça. Donc, il va saisir tous ces ouvrages qui traitent de fantômes. Il y en a peut-être une dizaine, c'est quand même pas une énorme bibliothèque, là, quelques dizaines d'ouvrages qui traitent de fantômes, d'ésotérisme et d'occultisme. Il prend ça, il les retire et les met dans une boîte sous clé. Et là, il espère que Estefania va revenir à de meilleures humeurs. Mais les choses ne vont pas très bien, ça ne s'améliore pas, ses comportements continuent.
Et ça se passe en quelques jours. Hein. Je te parle de ça, là. Ne t'imagine pas que ça s'échelonne sur plusieurs mois. Là. On est vraiment, là, c'est une question de jours. En tout et partout, les phénomènes vont perdurer pendant à peu près une année. Okay, mais la période même. là d'Estefania, là, on est vraiment là, très très proche. Là, ce n'est que quelques jours après le décès du grand-père. Donc on est là à peu près 9-10 jours après le décès du grand-père. On est rendu à ce stade-là. Les comportements ont changé. La jeune fille est intenable. On confisque ses livres. Rien ne change. Et là, éventuellement, les Gutiérrez vont appeler au chevet d'Estefania. Ils vont appeler un médecin qui se rend sur place. Et lorsque le médecin écoute les témoignages des parents, ce que les parents racontent, il croit que Estefania est probablement atteinte d'une forme d'épilepsie et que cette forme d'épilepsie a entraîné des crises psychotiques. Ça, encore une fois, tu verras jamais ça sur l'Internet, on ne mentionne pas ça. Et ce qu'on te mentionne surtout pas, c'est que Concepción Nazaro, la mère d'Estefania, souffre également d'épilepsie. Donc, lorsque Estefania a ses crises, lorsqu'elle tombe catatonique au sol, ces espèces d'absence, cette écume qui lui apparaît dans la bouche, le médecin conclut que Estefania est sans aucun doute atteinte d'épilepsie. Encore une fois, le médecin demande à hospitaliser Estefania. Les parents refusent. Donc, ils sont très religieux. Ils vont d'abord s'en remettre un peu à la religion. Donc, ils gardent leur fille à la maison. On continue de faire des prières. Mais en même temps, Concepción, qui est un peu plus ouverte à l'ésotérisme et à l'occultisme, en parle autour d'elle. Il y a des choses un peu étranges qui se passent à la maison. Puis, en plus des comportements d'Estefania, il y a des coups qui résonnent dans les murs, des meubles apparemment qui bougent autour d'elle. Donc, on est très préoccupé par ça. Et là, les gens autour disent, on en parle un peu à la famille, on dit, peut-être faudrait aller voir les chasseurs de fantômes, tu sais, ce genre de trucs. Et on a refusé la médicale. J'essaie de pas juger Christian. J'essaie très fort. J'essaie très, très fort. Voyons donc. Donc, on décide finalement d'un peu de s'en mettre à Dieu, puis on laisse faire le temps, mais ça semble pas fonctionner très bien. Et finalement, les Gutiérrez décident de se tourner vers le médical. Donc, finalement, ils acceptent de faire interner leur fille. Bon. Et elle passe rapidement d'un hôpital à un autre. Mais on n'arrive pas à déterminer exactement la pathologie dont souffre la jeune femme. Et éventuellement, elle est renvoyée chez elle. Faut dire également qu'à ce moment-là, on n'a pas de diagnostic précis. On ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, on la renvoie à la maison. Et le 13 juillet, si tu te rappelles bien, là, notre histoire a commencé en mars. Donc là, on est le 13 juillet. Là, quelques mois à peine se sont écoulés. La situation s'est désagrégée là, de façon épouvantable. Et le 13 juillet, Estefania entre dans la salle de bain. Elle est pas bien. Donc, depuis quelques jours, elle a de plus en plus souvent ces fameuses crises. Elle tombe catatonique au sol, lance des obscénités. On a ici là, plusieurs éléments. Si on regarde sur l'aspect médical, on a vraiment l'impression d'une jeune femme qui a développé une forme d'épilepsie. Il est possible qu'elle entre dans des crises psychotiques. Et bien sûr, le fait de lancer des obscénités, on retrouve ça également dans la littérature médicale comme étant le syndrome de la Tourette. Donc, il y a plusieurs pathologies qui pourraient expliquer un peu l'état pathologique d'Estefania. Donc, le 13 juillet, elle entre dans la salle de bain et elle a une de ses crises, donc elle s'effondre sur le sol. Les parents appellent les services d'urgence, elle est transférée. À ce moment-là, il est 23 heures, on est le 13 juillet, il est 23 heures. L'ambulance arrive sur place, on transfère Estefania à l'hôpital Gregorio Maranon, qui est l'hôpital de Valesca. Et à 2 heures du matin, elle décède. Oh! Et contrairement, j'ai vu aussi sur des sites passer la date du 14 août. C'était pas le 14 août. Elle est décédée. J'ai dans mes archives l'acte de décès. Elle est décédée le 14 juillet à 2 heures du matin à l'hôpital Gregorio Maranon. 3 heures plus tard. Voilà, donc ça s'est fait très vite, Et évidemment, les parents sont un peu choqués parce que quand même, au cours des dernières semaines, surtout les derniers jours, elle est passée d'un hôpital à un autre. Personne n'a été en mesure de diagnostiquer clairement ce qui s'était passé. On la retourne à la maison et voilà que là, elle décède. L'autopsie, on nous dit qu'à l'autopsie, on n'a rien trouvé de mystérieux. C'est pas vrai non plus. J'ai le rapport d'autopsie. Le rapport d'autopsie, contrairement à ce que tu vas trouver également sur le web, je sais pas où ils ont pris ça. Ils nous disent que le légiste c'était Gregorio Araya.
Rayo. C'est-à-dire que le légiste était Pedro Carbeza, mais c'est pas vrai. Le légiste, c'est Gregorio Arroyo. Là, j'ai le certificat en main. Et lui, il n'a pas trouvé rien de mystérieux dans la mort d'Estefania. Hein? Quand on regarde la cause du décès, il a écrit un arrêt cardiaque lié à une insuffisance pulmonaire due à des convulsions. Donc, c'est ça la cause du décès. Donc, c'est pas le diable, c'est pas quelque chose de mystérieux, d'inconnu, là. C'est une situation qui est connue dans le milieu médical. Bien sûr, si tu as des convulsions, ça peut entraîner une insuffisance pulmonaire. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans le cas de Stéphanie. Mais c'est donc bien tragique. Oh oui, parce que, écoute, elle a même pas 18 ans, là. Elle a 17 ans. Elle vient d'avoir 17 ans, là. Donc, mais comme hein, c'est un peu héréditaire, la mère souffrait d'épilepsie, elle-même a visiblement développé des symptômes semblables qui se sont déclenchés, puis éventuellement, faut l'avouer, le milieu médical n'a pas su correctement diagnostiquer ses troubles, et si on avait mieux diagnostiqué ses troubles, elle serait pas décédée. C'est une histoire qui nous rappelle un peu l'affaire d'Annelise Michel, hein, qui est décédée. Les parents avaient été voir des médecins, on n'avait pas réussi à trouver les raisons de ses comportements. Finalement, on s'en est remis à des hommes d'église, et puis finalement, on a fait les exorcismes qui ont entraîné le décès d'Annelise Michel. Ici, on est un peu dans la même situation. Donc, une jeune femme, comportement étrange, des pathologies plus ou moins mystérieuses, mais dans le cas des Gutiérrez, on peut pas leur reprocher de ne pas avoir fait appel au milieu médical. Ils ont réellement ouvert la porte, même si au début, ils ont été réticents, ils ont quand même ouvert la porte, ils ont amené leur fille à l'hôpital, mais on n'a pas su diagnostiquer le trouble dont elle souffrait, et elle est décédée clairement de ça. Rappelle-nous, c'était en quelle année exactement? Là, cette histoire-là se passe en 1991. Donc, ok, non, c'est assez récent. On peut pas mettre ça non plus sur la médecine nécessairement pas assez avancée non plus, là. Non, pas du tout. C'est, en fait, quand je te dis 91, notre histoire se passe entre 1990 et 1993, là. Donc, on est au début des années 90. Tu as tout à fait raison. On n'est pas dans un univers archaïque. Pas d'excuses. Moyenâgeux, là. Non, il n'y a pas d'excuses. Donc, elle décède et à ce moment-là, donc, les Gutiérrez doivent faire leur deuil. Hein. On est le 14 juillet 1990 et là, donc, on se dit, on fait quoi? Et à partir de là, les Gutiérrez, eux, refusent d'accepter ce diagnostic qui est insuffisance pulmonaire. Donc, eux autres, les parents sont convaincus qu'il y a quelque chose d'autre, que la cause du décès doit être liée à des espèces de forces obscures. Et donc, on en parle autour d'eux. Ils en parlent autour d'eux. La presse, la presse locale va évoquer cette histoire-là, l'histoire de Stefania, va parler de ses étranges comportements, de son décès. Mais l'affaire s'arrête là. C'est donc un moment, c'est sûr que c'est dramatique, une jeune femme de 17 ans qui décède aussi subitement, de manière aussi inattendue. Bien sûr, ça suscite un certain intérêt. Mais donc, après quelques semaines, l'affaire tombe un peu dans l'oubli. Mais pas dans l'oubli de la famille Gutiérrez, parce qu'à partir du moment où la jeune femme est décédée, Stefania est décédée, les parents, eux, qui continuent de vivre dans cet appartement, l'appartement, ça se trouve sur le carré Luis Marin. Donc, eux, dans leur appartement, ils commencent à voir des phénomènes étranges et mystérieux qui se produisent. Donc, des coups frappés dans les murs, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules. Madame Lazaro, c'est surtout elle qui va se retrouver au centre de ces manifestations. Donc, Madame Lazaro affirme qu'elle entend parfois des voix. Au début, elle entend une voix de femme qui semble être en pleurs, qu'elle va associer à la présence fantomatique d'Estefania. La première fois qu'elle va entendre ces voix, elle les entend alors qu'elle est dans la salle de bain. Rappelle-toi que c'est dans la salle de bain que s'est écroulée Estefania. Ouais. Et donc, elle a une espèce d'association qu'elle fait en se disant, puisque la première fois que j'ai entendu les voix, c'était dans la salle de bain, c'est là que Stefania s'est effondrée, donc obligatoirement, il doit s'agir du spectre de Stefania. Donc, elle entend au départ cette voix de femme en pleurs. Elle raconte également que parfois, elle entend le mot « maman », comme si Stefania l'appelait de l'au-delà.
Et là, les manifestations, disons, plus physiques commencent, coups frappés dans les murs, des meubles qui se déplacent, des portes qui s'ouvrent, se ferment, les appareils électroniques qui s'allument et qui s'éteignent. Et ce qui est assez surprenant, Estefania avait une chambre à elle seule. Hein, les deux garçons dorment ensemble, les deux autres filles plus jeunes, ses deux sœurs plus jeunes, partagent également une chambre. Mais Estefania avait une chambre à elle seule. Et après son décès, les parents ont un peu condamné la pièce. Hein, donc elle est fermée, on a laissé les choses telles qu'elles étaient du vivant d'Estefania. Et là, Madame Lazaro, Gutiérrez Lazaro, dit, attends, de temps en temps, j'entends des bruits dans la chambre d'Estefania. Et quand elle entre, elle voit que tout est sans dessus-dessous. Là, la literie a été tirée, les meubles ont été renversés, les livres et les toutous qui sont sur les étagères sont pêle-mêle au milieu de la pièce. Donc, on arrive bien sûr à la conviction que la pièce est hantée, que la maison est hantée, et à la voix féminine qu'elle entend parfois en pleurs s'ajoute également une voix d'homme qui murmure et qui semble être une voix beaucoup plus gutturale, beaucoup plus grave. Donc, Madame Gutiérrez Lazaro, elle est convaincue qu'il y a au moins deux entités qui vivent chez elle. L'une est probablement sa fille, l'autre, évidemment, elle l'associe au diable, et d'autant plus qu'à un moment donné, elle va trouver des bondieuseries, comme je t'ai mentionné qu'ils avaient chez eux. Ils ont notamment dans la chambre de Estefania, il y a notamment un crucifix qui va se décrocher. Ouais, qui va se décrocher à quelques reprises. Bon, donc on a tous les éléments sont là pour avoir une bonne concoction d'une histoire où le diable est là. Donc encore une fois, la famille en parle autour d'eux, des appartements voisins. Entendez-vous également des coups dans les murs? Est-ce qu'il y a des choses un peu étranges qui se passent chez vous? Et ces gens-là, évidemment, n'entendent rien, ne voient rien. Donc, tout semble directement connecté à l'appartement des Gutiérrez Lazaro. Ils en parlent, comme ils n'ont pas de solution, ils vont également en parler à des groupes de chasseurs de fantômes, ce genre de trucs-là, qui vont faut se le dire, ils vont se multiplier dans l'appartement des Lazaro avec toute leur quincaillerie nécessaire. Chaque fois, bien sûr, ils chargent quelques euros pour c'est ce que débarrasser. J'allais dire, ça va être un gouffre financier, cette histoire-là. Absolument. Hein? Certains, par exemple, lui parlent que ça va lui coûter la somme équivalente à 2000 $ pour libérer la pièce en question. Et les Lazaro, je te rappelle, ce sont des gens qui, même s'ils sont propriétaires de l'appartement, Monsieur Lazaro a passé une longue période sans emploi. Donc, c'est une famille qui a un peu de la difficulté à rejoindre les deux bouts. Et pourtant, tous ces escrocs de chasseurs de fantômes vont se défiler. Puis, au début, on paie, mais finalement, il n'y a jamais rien qui change. Et puis, il n'y a pas de résultat. Hein? J'ai devant moi la note dans mon dossier. Je la lis en même temps. Puis, je sais marqué, libérer les lions en échange de quelques billets sans succès. Puis là, j'ai écrit au côté, on se demande bien pourquoi. Ouais. Donc, il y a cette situation qui stagne. Et puis, finalement, le vendredi saint 1993. Donc, tu vois, il y a à peu près 1 an et demi qui s'est écoulé depuis la mort d'Estefania. Donc, les manifestations perdurent. La famille est de plus en plus aux abois. On ne sait plus vers qui se tourner. Et ce soir-là va être un peu le soir où la goutte va déborder. Il y a la goutte qui va faire déborder le vase. La famille est réunie au salon. Et à ce moment-là, ils ont l'impression qu'il y a comme une espèce de souffle d'air qui va traverser l'appartement, comme un tourbillon d'air. Et en traversant le salon, il y a un petit meuble sur lequel se trouve un cadre. Et le cadre va se renverser et tomber face contre terre. Donc, Madame Gutiérrez Lazaro prend le cadre, le prend dans ses mains, et à ce moment-là, elle lâche un cri, laisse tomber le cadre à nouveau. C'est Monsieur Gutiérrez qui arrive derrière elle, reprend le cadre, et dans le cadre en question, c'est une photographie d'Estefania, et la photographie est brûlée en son centre. Donc, tout le visage de la jeune femme a été brûlé, mais le cadre est demeuré intact, et la vitre également est demeurée intacte. C'est comme si le cadre avait brûlé de l'intérieur. Okay. Donc, cet élément-là, tu comprends que pour Madame Gutiérrez Lazaro, qui croit au diable, qui croit au surnaturel, alors que Monsieur Gutiérrez est beaucoup plus prudent, elle est persuadée que c'est l'élément qui va un peu déclencher, qui est un peu l'élément déclencheur. C'est sûr que c'est le diable ou c'est quelque chose comme ça.
J'ai ici, je regarde dans mon dossier, j'ai une déclaration qui a été faite par les sœurs d'Estefania, puis je vais te la lire, hein, parce qu'au moment où tout ça se passe, hein, je te raconterai pas tous les événements qu'ils ont rapportés, mais celui-là est assez intéressant. Une des filles raconte, elle dit qu'elles sont réveillées la nuit. Et là, elle dit, et j'ai fait une traduction littérale là, de l'espagnol au français, elle dit « Ça ressemblait à un coup de sifflet dans le couloir, quelque chose que nous avions déjà entendu d'autres nuits. Tout à coup, nous avons entendu, toutes les deux, comme une plainte près de la porte. Nous avions tellement peur que nous n'osions ni monter ni descendre. Hein. Ce sont des lits, les filles partagent des lits superposés. Soudain, nous avons remarqué quelque chose sur le sol. La lumière des lampadaires de la rue venait par la fenêtre et nous voyions clairement. Nous avons donc vu qu'il y avait quelqu'un d'autre avec nous et nous avons pensé que nous allions mourir. Une grande chose qui rampait sur le sol et qui avait la forme d'un homme, la tête toute noire, sans yeux, sans bouche, sans rien, avançait, la poitrine collée au sol, glissant à travers la chambre. Nous avons commencé à crier et juste après, les poupées entassées contre le mur ont commencé à être jetées à l'autre extrémité avec force, une après l'autre. Puis, brusquement, la pièce s'est mise à résonner de coups et de cris. Quand ils ont ouvert la porte, nos parents nous ont retrouvés recroquevillés, chacune dans notre lit, et les poupées dispersées sur le sol, comme si quelqu'un avait joué avec elles pendant plus d'1 heure. Ah, ouais. Donc, tu vois un peu le genre de manifestation qui se passe chez les Gutiérrez. Ils sont quand même assez intenses, ça. Ouais, c'est assez intense. Et finalement, arrive l'apothéose. C'est le lundi 27 novembre à 1991. Il est exactement 2h46 et Maximo Gutiérrez, donc le père, téléphone à la police de Vallecas. L'homme qui est visiblement là au bout du fil, là, c'est un homme qui est très agité, qui est en panique, et lorsque on décroche à l'autre bout, là, le policier de service entend simplement un homme qui hurle littéralement dans le combiné. Il dit que sa maison est hantée, qu'il y a des manifestations qui se passent là, et alors que le policier essaie de le calmer à l'autre bout du fil, il entend non seulement Monsieur Gutiérrez qui essaie d'expliquer ce qui se passe chez lui, mais il entend également derrière la voix d'une femme qui est littéralement en état de panique. Donc, le policier prend sur lui de dire à M. Gutiérrez, oui, on va envoyer une brigade. Et pendant qu'il parle avec lui, il passe une note à son collègue. Son collègue informe l'inspecteur en chef qui est de service cette nuit-là, qui est José Negri. Et donc, José Negri va réunir quelques hommes et 2 voitures de police vont se rendre chez les Gutiérrez qui habitent, comme je l'ai mentionné, le 8 rue Luis Marín, qui est cet immense édifice. Et donc, en arrivant sur place, ils n'ont pas besoin de chercher l'appartement très très longtemps. Là, lorsque les policiers débarquent de leur voiture, la famille Gutiérrez est sur le trottoir. Et je te rappelle qu'on est le 27 novembre 91, en milieu de nuit. C'est beau être l'Espagne, c'est beau être Madrid, mais je peux te dire que le 27 novembre, il fait froid. Donc, la famille est littéralement en pyjama sur le trottoir. On attend que la police arrive. Les policiers débarquent de leur voiture. Les Gutiérrez sont là. Ils ne veulent pas remonter dans l'appartement. Il y a des manifestations toute la soirée, des meubles ont bougé, des coups ont résonné dans les murs, et ils ont vu des ombres se déplacer à travers la maison. Mais finalement, avec l'insistance de la police, ils décident de monter, de se rendre dans l'appartement, et alors qu'ils sont là, ils font faire un peu le tour du propriétaire. Dans la chambre d'Estefania, tu avais deviné. Ils vont trouver un crucifix qui est inversé, donc la tête en bas. Le petit Jésus de plâtre qui était dessus n'est plus là. Et là, un des garçons, des Gutiérrez, qui est là, un des frères d'Estefania, dit le petit Jésus de plâtre, il est tombé, puis j'ai essayé de le remettre, mais il m'a été littéralement arraché des mains. Donc, ça sent le soufre, ça sent le diable. Donc, on se réunit à la cuisine. Et pendant qu'on est à la cuisine, et là je me réfère directement au rapport de police que j'ai entre les mains, le policier Negri écrit qu'au moment où il discute avec les Gutiérrez, il voit
Là, mettons ça dans l'ordre, il est assis, il parle avec eux, et là, il dit dans son rapport qu'il voit les portes d'un petit cabinet qui est devant lui, des portes d'un meuble qui s'ouvrent toutes seules. Donc, il inspecte les portes avec les autres policiers qui sont tous témoins de la scène, ils vont voir le meuble en question, il n'y a pas de corde, il n'y a pas de mécanisme de trompe-l'œil, les portes se sont ouvertes violemment, c'est ce qui est écrit dans son rapport, les portes se sont ouvertes violemment, et là, donc, il regarde, il ne voit absolument rien, il retourne s'asseoir, et alors qu'ils sont tous assis autour de la table, il continue de remplir son rapport, il entend un bruit important sur le balcon des Gutiérrez. Donc, lui, ses hommes se lèvent, ils vont sur le balcon, il n'y a absolument rien. Le bruit, il écrit dans son rapport que ça ressemblait à une détonation. Mais il ne voit rien sur le balcon, donc il revient, et après avoir constaté tous ces éléments, le petit Jésus de plâtre qui a disparu, la croix à l'envers, le cabinet avec les portes qui s'ouvrent, le bruit sur le balcon, il termine son rapport, et je te le cite, il dit « Il y a un certain nombre de phénomènes en tout point inexplicables ». Donc c'est comme ça qu'il conclut son rapport, mais on ne sait pas quoi faire. Tu sais, les policiers... Ben non, c'est ça, hein? On est... OK, on a constaté, mais qu'est-ce qu'on fait après voilà, qu'on donc, a dit ça, tu sais? Donc, t'as tout compris. Donc, les policiers sont un peu médusés parce qu'on se dit, bon, ben c'est parfait, on a mené notre enquête, mais tu sais, il n'y a pas personne à qui on peut mettre la main au collet. Là, on peut pas passer les menottes à un fantôme. L'ennemi est invisible. Ouais, c'est ça, c'est l'ennemi vient de l'enfer. Donc, les policiers n'ont pas le choix que de dire aux Gutiérrez, ben écoutez, essayez de contacter, regardez dans la presse, eux de leur côté, les policiers disent, ben nous, de notre côté, on va regarder si on n'entend pas parler d'une organisation qui pourrait peut-être vous venir en aide. Mais l'affaire est un peu là à stagner. Et puis, il semble qu'après ces manifestations, après le passage de la police, les choses vont se calmer et diminuer. Et là, on va nous dire... Si tu vas sur des sites Internet, on te dit que, finalement, peu de temps après ça, les Gutiérrez ont vendu leur appartement, puis ils ont déménagé, ils ont sacré leur camp de là, et ils sont disparus. Ah, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Ah, je pense que les gens étaient facilement retrouvables aussi, de toute façon. Là. On se volatilise pas. Ouais, c'est ça. Donc, moi, écoute, là, je te parle, c'est mon point de vue à moi. Quand moi, j'étais là, ce que j'observais, donc, je me suis rendu dans ce quartier de Veleska. Je suis allé au petit bistrot local. J'ai parlé avec des gens qui avaient connu les Gutiérrez Lazaro. Et ce qu'on me dit, c'est que... c'était des gens qui étaient un peu étranges, en particulier Concepcion Lazaro, c'était une femme, comme je l'ai mentionné, qui était très croyante, mais qui en même temps avait des pensées un peu étranges, bizarres. Elle s'intéressait à l'astrologie, le tout spiritisme, ça. Le spiritisme. C'est une femme qui était, les gens m'ont dit, elle était un peu bizarre. C'est un peu le mot qui est revenu, et c'est un peu bizarre. En interrogeant les gens aussi, je me suis aperçu que l'appartement, contrairement à ce qui nous est raconté, l'appartement des Gutiérrez Lazaro n'a pas été vendu immédiatement après l'intervention de la police. Pas du tout. Sans raison, c'est comme si les phénomènes s'étaient arrêtés après, si on accepte que les phénomènes étaient bien réels, c'est comme si les phénomènes s'étaient arrêtés avec l'arrivée de la police, ou à tout le moins les Gutiérrez Lazaro ont cessé d'en parler parce que, à partir de là, ils continuent d'habiter leur appartement et pendant des années, l'appartement ne sera vendu qu'en 1998, c'est-à-dire 6 ans après la visite des policiers. Donc, entre le moment où les policiers y vont et le moment où les Gutiérrez Lazaro vont vendre l'appartement, il y a quand même 6 années qui s'écoulent, 6 années pour lesquelles, on n'a clairement pas, semble-t-il, de manifestation ou quoi que ce soit. Quant aux nouveaux locataires qui vont habiter l'appartement, qui vont acheter l'appartement des Gutiérrez Lazaro, eux, bien sûr, vont dire qu'il n'y a absolument rien, aucune manifestation. D'ailleurs, au moment de la vente, les Gutiérrez Lazaro ne diront pas à l'agent immobilier que l'appartement est hanté ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de mention de ça. Il y a que ce récit-là qui est raconté, qui semble perdurer entre 1990, qui commence par le décès du grand-père et la venue des policiers, mais après ça, on dirait qu'il n'y a plus rien qui se passe. C'est donc bien bizarre. Bizarre, c'est le terme. Hein? Oui, c'est ça. Donc, t'as un peu ces éléments-là. En 2018, et ça, c'est peut-être le coup de grâce un peu, en 2018, lorsque le film Véronica est sorti sur les écrans,
les frères cadets de Stefania, donc les deux garçons, là, comme je t'ai dit, qui avaient 15-16 ans et l'autre avait 8 ou 9 ans, là, en 92. Donc, Ricardo et Maximiliano Gutiérrez ont accepté de donner l'une des très très rares, parce que ils sont difficiles, ils ne veulent pas parler de ça. Dès qu'on les aborde, puis on leur parle de cette histoire-là, qui est quand même assez connue à Velesca, ou même, je te dirais, dans le très grand Madrid et même un peu partout en Espagne, cette histoire-là, elle est bien connue. Et dès qu'on les aborde sur ce sujet-là, ils ont tendance à dire non, je donne pas d'entrevue, et on fuit les caméras. Mais avec la sortie du film en 2000, le film est sorti en 2000, à la fin de 2017, donc à la sortie du film, des journalistes ont réussi à retrouver Ricardo et Maximiliano Gutiérrez, et là, ils ont accepté de faire quelques commentaires. Puis ce sont pas des commentaires très élogieux, hein. Ils ont dit, bon, dans un premier temps, le film est très éloigné de la vérité. Ils ont mentionné qu'ils aimaient beaucoup leur sœur, Stefania, tout ça, mais ils ont clairement dit que eux, lorsqu'ils étaient dans l'appartement, ils ont à peu près rien vu, là. Toutes ces histoires-là qu'on racontait, eux se rappellent pas avoir vu ça. Ils se rappellent que leur mère en parlait, que leur mère disait qu'elle était parfois touchée, qu'elle était poussée, qu'elle entendait des voix, mais eux ont pas vraiment été témoins de ça. Et avec le recul, donc en 2018, on est littéralement là 20 ans après les événements, ils restent persuadés qu'ils ont été un peu conditionnés par leur mère, qui depuis est décédée, mais ils disent, à notre avis, c'est notre mère qui nous racontait ça, et on en est venu à croire ça. Mais avec le recul, quand on y réfléchit bien, nous, on n'a jamais rien vu. Notre mère disait ça, mais nous, on n'a même rien vu. Et l'élément le plus dévastateur, l'un des garçons, Ricardo, va raconter à la presse, il va dire, dans le rapport de police en question, où les policiers disent qu'ils ont vu des portes s'ouvrir et se refermer, et ils disent avoir entendu la détonation sur le balcon, ben Ricardo Gutiérrez va dire, la détonation sur le balcon, c'est moi. Et là, il raconte, c'est assez troublant, il dit, c'est ma mère qui m'avait dit de me rendre sur le balcon qui était adjacent au nôtre et de lancer un objet lourd sur notre balcon pour convaincre les policiers qu'il y avait réellement des phénomènes mystérieux et paranormaux qui se produisaient à la maison. Donc ça, tu comprends que ça vient sérieusement hypothéquer les déclarations qui sont faites par Madame Gutiérrez Lazaro sur les prétendues manifestations de la maison. Plus tard, quand on fouillait dans les documents, le policier qui a rempli le constat, hein, qui s'est rendu sur place, là, le sergent Nagui, là, Negri, ben, il est revenu sur sa déclaration. Hein. À un moment donné, quand on l'a confronté à la déclaration qu'il avait faite, il dit, oui, c'est vrai que dans le rapport, j'ai écrit que les portes s'étaient ouvertes violemment, mais il admet qu'il les a pas vues. Il dit, quand je suis arrivé dans l'appartement, les portes étaient finalement déjà ouvertes, les portes du meuble étaient déjà ouvertes. C'est Madame Lazaro qui nous a dit que les portes s'étaient ouvertes de manière violente. Et nous, quand on est arrivé dans l'appartement, les portes étaient déjà ouvertes, on les a inspectées. Et si on donnait foi à la déclaration de Madame Lazaro, ben il y avait pas de fil, il y avait pas de corde, il y avait pas rien. Mais il admet qu'il a un peu forcé sur le crayon quand il a écrit son rapport. Il a pas vu les portes s'ouvrir. Il a écrit que les portes s'étaient ouvertes, hein, et la façon dont il s'est exprimé, ça donnait l'impression qu'il avait vu les portes s'ouvrir. Mais dans les faits, il les a pas vues. Fait que finalement, qu'est-ce qu'ont vu les policiers? À peu près rien. Tu comprends? Ils arrivent sur place, les portes de l'armoire sont déjà ouvertes. Madame Gutiérrez leur dit que les portes se sont ouvertes violemment, mais eux ne le voient pas. Ensuite, le coup sur le balcon, ben, le fils Gutiérrez va dire des années plus tard que c'est lui qui a lancé quelque chose sur le balcon pour faire du bruit. Puis les policiers vont trouver un crucifix inversé sur le mur, mais est-ce que ils l'ont pas vu s'inverser? Est-ce qu'il n'a pas été placé là de manière volontaire par les Gutiérrez? Et si c'est le cas, ben évidemment, on a posé la question aux deux frères de Stefania. On leur a dit, ben si vous avez endossé cette histoire-là, si vous avez accepté de lancer une pierre sur le balcon parce que votre mère vous a dit de le faire, c'est sûr qu'à l'époque, c'était des enfants, hein? Un avait 15 ans, l'autre avait 10 ans. Eux, avec le recul, disent peut-être que nos parents souhaitaient faire de l'argent avec ça, notre mère voulait faire de l'argent avec ça, je ne sais pas, mais donc c'est une histoire qui est beaucoup plus embrouillée qu'on essaie de nous le raconter. Donc on a des événements un peu dramatiques,
cette jeune fille. D'ailleurs, un des frères Gutiérrez va dire que, à son avis, certains des comportements de sa sœur étaient peut-être un peu exagérés, parce qu'il raconte que sa sœur était un peu boulotte et elle était souvent à l'école la tête de turc. Elle était ce qu'on appelle du bullying. Là, ouais. Donc, elle était très harcelée à l'école et elle cherchait toujours une situation pour essayer de se faire remarquer ou quelque chose. Elle était très exubérante et c'était comme une façon pour elle de compenser le fait qu'elle était souvent considérée comme la tête de turc. Et avec le recul, les frères Gutiérrez-Lazaro croient que l'adolescente aurait peut-être en aurait peut-être mis plus que la galerie en demandait. OK. Bref, un beau gros canular de A à Z, cette Donc histoire-là. aujourd'hui, tu vois, moi, quand j'entends cette histoire-là, puis bon, quand le film est sorti en 2018, moi qui avais enquêté 20 ans plus tôt sur cette histoire-là, mais pas 20 ans, c'était 13 ans plus tôt que j'avais enquêté sur cette histoire-là, quand j'ai vu le film sortir et j'ai vu un peu l'intérêt, la passion que les gens avaient un peu autour de cette histoire-là, je voyais passer ce genre de trucs-là sur les sites Internet, bien évidemment, ça m'a laissé un drôle de goût parce que pour y avoir été, pour avoir rencontré les gens du quartier, il n'y avait pas grand-chose là-dedans et c'est pourquoi je te dis que ça a pas été pour moi, c'est pour ça qu'en début de présentation, je t'ai dit entendons-nous sur enquête, là, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à enquêter, là, tu sais. Finalement, tu arrives là, tu prends des déclarations à gauche, à droite, puis finalement, il n'y a pas grand-chose. J'ai obtenu le rapport de décès, bien sûr, une partie du dossier médical, le rapport de la police, mais ça s'arrête à peu près à ça. C'est ça, il y a tant pas que eu tu tiens pas le fanal là, quand t'étais pas là. Hein, non, c'est ça. Et donc, quand on regarde, il n'y a pas d'éléments très sérieux, il n'y a pas d'enquête qui a été menée rigoureusement, à part les policiers qui sont passés là un soir, mais visiblement, ils n'ont pas vu grand-chose. Il n'y a pas d'autres témoins qui ont rapporté avoir vu des manifestations. Ces manifestations-là n'ont jamais été documentées de manière rigoureuse. On a au centre de ces manifestations une jeune femme qui visiblement avait des troubles de comportement et probablement qui souffrait aussi d'épilepsie et tout ça combiné ensemble a ajouté un peu à l'aspect un peu étonnant de ses comportements, mais on reste dans une zone excessivement grise. Et si tu me demandais, est-ce que je dois considérer l'histoire de la hantise, du poltergeist ou de la possession d'Estefania Gutiérrez-Lazaro, pour moi, non. C'est pas quelque chose c'est pas une histoire qui est très intéressante parce qu'il y a trop d'éléments faibles. Et l'un des éléments faibles de cette histoire, qu'on a grimpé un peu, qu'on a monté en épingle, c'est ce que j'appelle dans mes livres ou même dans mes conférences quand je parle de ça, c'est ce que j'appelle le préjugé favorable. Il suffit de dire que dans une histoire X ou Y, il y avait un policier. Dès que tu dis une histoire d'OVNI et un des témoins est un policier, oh tabarnouche, là on est déjà rendu sur une autre planète, il y a un policier a vu un OVNI. Mais c'est pas un kidam, là, c'est pas monsieur X ou Y. Même si dans le fond, le policier ou toi ou moi, c'est pas un spécialiste de l'observation des phénomènes célestes, tu sais. Je veux dire, je vois pas en quoi qu'être police fait que t'es un meilleur observateur d'un OVNI. Mais tu comprends? Dès qu'on dit ça, c'est ce que j'appelle le préjugé favorable. Puis on le retrouve souvent dans le paranormal. On commence à nous raconter une histoire de fantôme et on nous dit, oui, le témoin est avocat ou le témoin est médecin. Ben là, ça fait quoi, ça? Il a la vérité. Ouais, parce qu'il est médecin, lui, il peut pas faire de canular, il peut pas être trompé, tu sais, c'est un peu faible. Et c'est ce que j'appelle le préjugé favorable. Et quand on parle de l'histoire de Veleska, la première chose qu'on nous dit, c'est oui, mais la police y est allée, donc c'est sérieux. Oui, mais quand on regarde le rapport de police, il n'y a pas grand-chose dedans. Les policiers n'ont pas vu grand-chose. Ils ont probablement été un peu dupés par la famille Gutiérrez-Lazaro. Donc finalement, on a à peu près rien et l'étiquette police, il ne sert pas à grand-chose dans cette histoire-là pour valider quoi que ce soit. Bon, ce que je retiens de cette histoire-là, Christian, c'est que c'est un film qui n'aura pas besoin de remake. Non, c'est ça. Donc on peut le laisser là où il est. Regarde le film, divertis-toi, mais inutile de t'acheter un billet pour aller à Madrid enquêter sur l'histoire Gutiérrez-Lazaro. Je pense que tu vas perdre ton argent. J'irai pour d'autres raisons dans ce cas-là. Merci Christian, c'était super fascinant. Puis encore une fois, on a déboulonné un mythe, des mythes et une histoire ce soir. On reprend ça demain à 19h. Absolument, je serai là. Bonne fin de soirée. Ça marche toi aussi. Bye bye. Bye. Radio X Files. Radio X.
Ça fait longtemps que vous pensez à vendre votre bloc, mais c'est compliqué avec les taux d'intérêt élevés, la paperasse, les courtiers, la lenteur du processus. Immeuble CS. Avec nous, ça niaise pas. On achète votre bloc, maison, terrain, même votre propriété qui est en train de tomber. Pas de banque, pas d'agent, pas de commission. On évalue et on vous fait une offre en 24 heures. Notarié en 30 jours et l'argent est déposé direct dans votre compte. C'est tellement facile avec Immeuble CS. Immobilier en toute simplicité. ImmeubleCS.com. Stéphanie travaille sur mon chantier. C'est une travailleuse de la construction. Mais c'est aussi la blonde de Mathéo, la mère de Noah, la fille de Normand et Lucie, la petite fille de Yolande et Maurice, et la meilleure amie de Catherine. Si elle devait tomber du toit où elle travaille, ce sont toutes ces Stéphanie qui tomberaient avec elle. Au travail, votre santé et votre sécurité comptent.